Marie-Josée Durand-Richard donc, est historienne des sciences, des mathématiques. Elle est chercheuse associée du laboratoire Sphère de l'Université de Paris 8. Oui, excusez-moi, effectivement c'est ce que je pensais, c'est pas ce qui est marqué sur Internet. Sphère, c'est Paris 7, mais j'ai été maître de conférence à Paris 8. Ah, ben voilà. Donc, voilà, donc elle nous vient il y a un certain temps de Paris 8 et plus récemment de Paris 7. Non, Paris 7, j'y suis depuis. Voilà. Je suis chercheuse associée de Paris 7 depuis très longtemps. Et donc, elle a très gentiment accepté de venir nous présenter Ada Lovelace et nous présenter ce que représente Ada Lovelace dans l'histoire de la pensée, dans l'évolution de la pensée mathématique avec ce début de l'algorithmique. Parce que je sais que vous n'aimez pas qu'on dise que c'est le début de l'informatique, je crois. On va bien voir. D'accord. Bon, alors, donc, je crois que le mieux c'est que je vous passe la parole et que on vous écoute attentivement. Bien, merci beaucoup pour cette invitation. On va donc essayer de faire la distinction entre la belle légende et l'histoire proprement dite, puisque c'est en tant qu'historienne que je vais essayer de vous parler. Donc, il n'y a pas de travail d'Ada Lovelace sans travail de Babbage. Bon, moi, je n'ai pas travaillé sur Lovelace au départ de mon travail, j'ai travaillé plutôt sur Babbage et sur tout un groupe dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, effectivement, on présente très souvent Babbage comme le pionnier de l'informatique, à travers un certain nombre d'ouvrages ou d'instituts. Donc, je voudrais revenir d'abord, dans le contexte, sur cette image de précurseur, de savant isolé, de génie, parce que ce qui m'intéresse, c'est effectivement de rompre avec l'histoire des grands hommes ou des grandes femmes et de replacer les travaux dans leur histoire. Ce qui m'intéresse, c'est pas, vu d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le passé qui nous ressemble, mais qu'est-ce qu'il y avait avant ces gens-là qui leur a permis d'avoir ces idées-là. L'histoire, c'est ça. Sinon, on fait de la théologie ou de la téléologie, pardon, ou de la projection, mais c'est pas de l'histoire. Bon. Et je pense par ailleurs que l'admiration, c'est plutôt quelque chose qui brise la réflexion et qui nous permet de dire qu'il y a le génie d'un côté et nous de l'autre. Et voilà, je voudrais unifier tout ça. Alors Babbage, il a vécu au début du 19e siècle et c'est effectivement d'abord un mathématicien avant de penser sur les machines, réformateur radical qui travaille en plein dans la révolution industrielle. Et la révolution industrielle en Angleterre à ce moment-là, c'est la première en Europe. Et elle bouleverse radicalement le champ de la politique, le champ de la culture, le champ des sciences. Et il fait partie de tout un groupe qui a travaillé précisément à ce qu'il n'y ait pas en Angleterre une révolution semblable à la Révolution française, mais qu'on arrive à réunifier ce qui se passe dans les usines et ce qui se passe dans les organes de pouvoir. Et par ailleurs, il a fait des mathématiques et il a pensé des machines. Bon. Alors, pour l'Ada Lovelace, c'est un petit peu la même chose. On la présente, on vient de vous la présenter à l'instant, comme la pionnière de la programmation, à cause effectivement d'un programme qui a été conçu en 1979. Et le travail pour lequel on la connaît, c'est effectivement la traduction en anglais d'un texte qui a d'abord été publié en français et qui vient d'Italie et de Suisse. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc, non seulement elle a traduit ce travail de Menabrea, qui est une présentation de la machine analytique de Babbage, mais elle a ajouté, et c'est là qu'elle travaille de manière importante, tout un ensemble de notes sur cette traduction, qui sont son travail relativement personnel, on va dire, et dans lequel, effectivement, elle fait des apports intéressants. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre comment une comtesse de la haute société anglaise de l'époque a pu être amenée à faire des mathématiques et à s'intéresser aux mathématiques. Donc, je vais revenir rapidement sur l'éducation des femmes à cette époque, dans cette haute société,
sur ses origines familiales, puisque vous voyez ici qu'elle s'appelle tantôt Ada Byron et tantôt Ada Lovelace, sur sa rencontre avec Babbage, qui est quand même tout à fait fondamentale. Il n'y aurait pas de Lovelace sans le travail de Babbage. Et puis sur son travail spécifique sur la traduction de Maida-Brera. Et puis on verra, puisqu'elle a fait ce travail en 1943, et qu'elle est morte une dizaine d'années plus tard, à 37 ans, on verra ce qu'il est advenu de son travail et de sa vie après ce travail-là. Bien. Alors, l'éducation des femmes en Angleterre à cette époque, déjà pour les enfants en général, l'éducation n'est pas une éducation qui tente à l'épanouissement de l'individu, mais à lui enseigner des règles bien strictes. L'éducation des femmes a lieu au sein de la famille, en général par les mères qui reproduisent d'une certaine manière l'éducation qu'elles ont connue elles-mêmes, et parfois avec des précepteurs particuliers. Dans le milieu qu'on va rencontrer, on est dans un milieu pas trop conservateur malgré tout, qui est au contact de la bourgeoisie montante, et cette éducation des filles est encouragée par certains pères ou parfois par certains frères. Il faut savoir que les universités les plus importantes de l'époque, c'est-à-dire Cambridge et Oxford, les seules jusqu'à 1928 en Angleterre, puisque Londres est créée seulement en 1828, n'accepteront les étudiantes que très tardivement, comme vous pouvez le voir ici. Bien. Alors, Ada Lovelace, à cette époque, n'est pas la seule à être érudite d'une certaine manière. Vous avez un certain nombre de femmes érudites qui ont publié des livres, en particulier Mary Shelley sur ce Frankenstein que vous connaissez bien, Caroline Herschel, qui est la sœur, effectivement, de William Herschel, l'astronome découvreur d'Uranus. Tout ça, c'est dans le domaine savant, scientifique. Et puis des femmes, comme Marcette et Martineau, qui ont publié des ouvrages de vulgarisation sur l'économie politique, sur la philosophie naturelle. La philosophie naturelle, c'est la science ou la physique. On appelle ça la physique aujourd'hui, mais jusqu'au XVIIe siècle. Et jusqu'au début du 19e, puisque je vous ai dit que les structures étaient restées très anciennes, y compris dans l'université, on appelle encore ça la philosophie naturelle. Bon, Mary Summerville est quelqu'un de très important, puisqu'elle a traduit en anglais le gros ouvrage de Laplace qui s'appelle Mécanique céleste, et qui modernise, on peut dire, le travail de Newton, en l'exprimant sous la forme algébrique, analytique, dans laquelle on fait des mathématiques aujourd'hui. Je veux dire, ce qui n'était pas le cas au temps de Newton, où on travaillait surtout géométriquement. Bien, il y a de nouveaux lieux de savoir qui émergent de la révolution industrielle. D'une part, les académies dissidentes, parce que Cambridge et Oxford sont réservées aux anglicans, et comportent d'ailleurs très peu d'étudiants. Les Mechanics Institute, qui sont des espèces de bourses du travail, mais ouvertes à la formation des artisans, des ouvriers, donc dans lesquelles on trouve des bibliothèques importantes. Un mathématicien, un logicien que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Boole, a commencé à étudier dans une bibliothèque des Mechanics Institute. Bon, ces lieux ne sont pas ouverts aux femmes en général, mais il y a des lieux, effectivement, où elles peuvent trouver de la connaissance. D'une part, les Ladies' Diary, qui est un journal très important qui a duré tout le XVIIIe siècle, qui est aussi un ouvrage de vulgarisation scientifique, des salons ou des dîners privés où se rencontrent les savants, en particulier les samedis de Babbage. Babbage est un personnage, je vous ai dit, réformateur, radical, mais très en contact avec la haute société, fils de banquier. Et donc, c'est là que, effectivement, dans ces dîners, elle a rencontré Babbage pour la première fois. Et puis la Royal Institution, qui est une institution très importante, qui a d'abord été ouverte pour former des artisans, mais qui très vite a vu arriver des hommes et des femmes de la haute société ou de la bourgeoisie montante, qui venaient assister à des conférences de vulgarisation. Voilà. Alors, pour ce qui est de Lady Lovelace, qui est donc une jeune femme de la haute société, le but qu'elle avait dans la vie, que lui offraient ses parents, c'était de se marier. Donc, elle devait participer à la saison londonienne, une saison de bal, de réception, où se côtoyaient tous les
les futurs, les hommes et les femmes en quête de mariage, disons. Et à cette époque-là, on a vu très fréquemment des alliances entre un aristocrate appauvri et une héritière fortunée, puisque l'un donnait son titre à l'autre qui offrait en échange une dot importante permettant de renflouer les caisses. Les couples ne se connaissaient pas avant le mariage, en général, et toujours dans ces dîners, on avait se traitaient des accords financiers qui pouvaient durer très longtemps pour régler les conditions du mariage et de la vie des femmes après le mariage. Bon, des mariages comme ça étaient des mariages assez ouverts en général, chacun vivait sa vie de son côté après le mariage, les affaires étant faites, mais au moment de la période victorienne, il y a eu un resserrement des mœurs pour que justement les nouveaux riches adoptent le statut de la classe dominante. Donc cette jeune femme est donc la mère d'Ada Lovelace, et c'est une femme intéressante qu'on présente en général comme une furie, mais, parce qu'elle a effectivement une vie particulière, mais c'est quelqu'un qui a un goût pour l'étude dès qu'elle est jeune, qui étudie les mathématiques de manière importante avec un mathématicien qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qui était important à l'époque. Et c'est une femme, comme on va le voir, très déterminée, au tempérament introspectif, ce qui fait qu'elle a laissé beaucoup d'écrits sur le pourquoi elle réagit de telle et telle façon. Et le père de Ada Lovelace, c'est donc le poète Byron, qu'on présente toujours de manière très très romantique, à cause de sa beauté, de sa mélancolie, de sa jeunesse. Bon. Mais c'est un personnage quand même relativement sulfureux, avec relation incestueuse avec sa demi-sœur avant le mariage, et puis un mariage qui va se révéler une véritable catastrophe dès le premier jour, on peut dire. Et quand je vous disais que Annabella était une femme déterminée, elle est parvenue à rompre le mariage 5 semaines après la naissance de sa fille, Ada, donc à négocier, il n'y a pas de divorce, à négocier son indépendance, la garde de sa fille et un revenu suffisant pendant sa vie. Bon, si bien qu'effectivement après elle va reporter tout sur sa fille et avoir une attitude extrêmement dominatrice plutôt que aimante à l'égard de sa fille, ce qui ne sera pas sans conséquence sur sa fille elle-même. Bon, et Byron va poursuivre une vie aventureuse avec fille illégitime, enlèvement à sa mère, mise de l'enfant au couvent avant qu'elle meure assez vite, etc. Bien. Donc voilà le contexte. Alors, Ada Lovelace va donc étudier les mathématiques, elle aussi. Sa mère a une grande volonté, c'est qu'elle puisse ressembler à son père. Et puis elle aime elle-même les mathématiques, donc elle va étudier les mathématiques très tôt. D'une part avec William Friend, en relation étroite avec la fille de Friend, qui sera l'épouse de De Morgan. De Morgan étant un mathématicien dont vous avez peut-être aussi entendu le nom. Et puis, bon, alors elle étudie, mais c'est quelqu'un d'assez instable, qui a des grandes périodes de travail intense, et puis des grandes périodes d'instabilité, et puis elle est assez souvent malade, donc son travail n'est pas constant. Elle va rencontrer Mary Somerville, dont on a parlé tout à l'heure, et Babbage en 1833, donc assez tôt par rapport à son travail de 1943. Et elle va, donc elle fait des mathématiques d'assez haut niveau, puisqu'elle étudie jusqu'aux travaux de Legendre, donc c'est les mathématiciens français importants de la première moitié, enfin du tournant du 19e siècle, et elle continue à étudier avec des mathématiciens. Donc comme je vous disais, elle étudie, mais de manière un petit peu instable. Bon, elle se marie en 1935, elle a 3 enfants assez vite, dont elle s'occupe beaucoup au début, mais très très vite elle a envie d'autre chose, ce qu'on peut comprendre. Donc c'est quelqu'un effectivement, comme on va le voir, qui a beaucoup d'ambition, de désir, on pourrait dire, même si elle aura parfois du mal à les concrétiser.
Donc elle a des grands élans mystiques et métaphysiques qu'on va rencontrer, et elle-même se traite assez souvent d'hystérique, mais si on regarde bien la biographie dont je vous ai donné les références dans les textes qui vous ont été distribués, à mon avis c'est plutôt un terme qui vient de son médecin, hein, mais qu'elle reprend assez largement à son compte. Bon. Donc comme je vous l'ai dit, on ne peut pas parler de Lovelace sans parler de Babbage, qui a donc pas seulement conçu la fameuse machine analytique, mais qui a commencé par une machine aux différences numéro 1, et puis une autre à la fin de sa vie, enfin après la machine analytique, différence numéro 2. Bon, je n'en dirai pas grand-chose parce que j'ai que 25 minutes, donc on va essayer de passer assez vite. Ça, c'est un petit morceau de la machine aux différences qui a été finalement assemblé, parce que la grosse machine aux différences, qui serait celle-ci, avec 6 ordres de différence, n'a jamais été terminée, parce qu'il y a des tas de problèmes dont on peut parler dans la discussion. Donc elle a été reconstruite, la machine aux différences numéro 2, au sein du Science Museum. Si vous allez à Londres, n'oubliez pas d'aller au Science Museum. Si vous aimez l'histoire de l'informatique, il y a des choses tout à fait extraordinaires. Donc ça été construit dans le musée, hein, pendant que les visiteurs regardaient ce qui se passait autour. Donc celle-ci est tout à fait énorme. Hein. Alors qu'est-ce que c'est qu'une machine aux différences? C'est une machine dont les engrenages, qui sont les engrenages, c'est quoi? C'est les colonnes qui sont là, que vous voyez assez bien, sur chaque. Donc c'est des machines numériques décimales. Hein. On représente un nombre par sa représentation décimale. Chaque roue ici me donne un chiffre décimal, donc il y a autant de chiffres dans le nombre que de cases ici, hein, et on peut afficher le chiffre pour chacun ici. Donc ce sont des machines décimales, j'insiste. Hein. Donc, cette machine-là, les engrenages permettent d'additionner les nombres qui sont affichés sur chaque colonne. Ce que je vous ai montré, c'est une machine à 3 colonnes. Donc il y a la machine des différences secondes, des différences premières et le nombre proprement dit. Donc si vous avez ici les nombres carrés, si vous faites les différences premières, vous trouvez les nombres impairs, les différences secondes sont constantes et les différences troisièmes sont nulles. Donc si sur la machine vous affichez ces 3 nombres-là, et si vous avez un mécanisme qui vous permet d'additionner, 2 plus 0 ça fait 2, plus 0 ça fait 2, plus 0 ça fait 2, etc. 2 plus 1 ça fait 3, plus 2 ça fait 5, plus 2 ça fait 7, etc. Vous pouvez par addition successive retrouver toutes les valeurs numériques de la fonction. Hein. Donc à partir d'une différence constante. Ça c'est pour la fonction carré, mais c'est vrai pour n'importe quel polynôme. C'est pris comme étant vrai à cette époque-là, même si ça n'a été démontré qu'à la fin du XIXe siècle. Et ça permet aussi de travailler pas seulement sur les polynômes, mais sur des fonctions quelconques, dont on peut avoir de bonnes approximations en utilisant cette méthode sur un intervalle donné. Hein. Ici, je vous donne l'exemple de la fonction logarithme, hein, qui a une bonne approximation à partir de l'équation différente delta 4 égale x. Bon. Alors, d'où vient cette machine aux différences? Elle vient du fait qu'en France déjà, on avait dû recalculer toutes les tables cadastrales au début trigonométriques et logarithmiques, au début du XIXe siècle, à cause du fait que la Révolution française avait voulu imposer le système décimal sur tout, y compris sur les angles. Hein. Donc il fallait recalculer toutes les tables, ce qui était des tables trigonométriques, qui étaient colossales. Et donc, De Prony s'était inspiré de la division du travail d'Adam Smith. Je vous ai dit qu'on était en pleine révolution industrielle, donc c'est quelque chose de très important. Il y avait donc une première section qui pensait les fonctions à calculer, une deuxième section qui passait des formules générales au numérique, et la troisième section qui faisait les additions et les soustractions que je vous ai montrées. La machine de Babbage remplace la troisième section
c'est-à-dire remet les perruquiers au chômage, les perruquiers qui avaient perdu leur travail à cause de la Révolution française. Bien, donc ça c'est la machine aux différences. Mais ce sur quoi nous travaillons là maintenant, c'est la machine analytique. Il y a un plan sur les papiers qu'on vous a distribués, si vous pouvez les regarder, ça peut être intéressant. Donc ça paraît très romantique vu d'ici. En fait, si c'est frappant pour nous, c'est qu'effectivement l'architecture de cette machine correspond à l'architecture von Neumann d'un ordinateur vu d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a sur le côté ici, donc cette machine n'a jamais été construite. Rien, sauf un tout petit morceau du moulin. Mais on travaille sur plan. Et donc on travaille de manière conceptuelle, comme on vous l'a dit, à partir des plans de machine. Donc là, vous avez des colonnes de chiffres comme sur la machine aux différences, les mêmes, mais beaucoup plus nombreuses et avec beaucoup plus de... Il y a 40 cases. Et là, vous avez ce qu'on appelle le moulin, c'est-à-dire l'unité de calcul, avec de quoi faire les... Je ne détaille pas, on n'a pas le temps. De quoi faire les additions, les multiplications. Et ce qui est surtout très important, c'est ces mécanismes-là, ces trois mécanismes-là, qui sont des unités de contrôle du travail. Et le tout est guidé par des cartes perforées. Donc ça, c'est les mécanismes que je viens de vous montrer, qui sont ce sont des cylindres apicaux. Donc vous avez des disques qui tournent les uns sur les autres avec des ergots qui sortent. Et selon les ergots, on a les opérations à faire. Bien, j'accélère un peu parce que je ne suis pas en avance. Donc Babbage, il fait partie de tout un réseau de mathématiciens que voici. Réseau de mathématiciens qui ne fait pas que des mathématiques, qui travaille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la rénovation des sciences à l'intérieur des universités, à la création de sociétés savantes d'importance nationale pour faire barrage à ce qui se passe dans les villes industrielles, et pour faire comprendre à la classe gouvernante que si elle ne s'adapte pas aux changements qu'il y a eu dans les usines, eh bien, elles seront débordées par les événements. Donc le but, c'est effectivement que tout change pour que rien ne change. C'est-à-dire que la classe gouvernante conserve le pouvoir. Bon, ça aboutira à une réforme des universités de Cambridge et d'Oxford dans les années 50, alors que les statuts des universités en question n'avaient pas changé depuis 1570. Cette volonté politique de réforme, vous l'avez là, il y a un texte sur votre papier qui montre bien quels sont les enjeux. Nous espérons qu'une période plus favorable se prépare, que l'abîme qui a séparé praticiens et scientifiques se comblera rapidement, que cette combinaison des connaissances aura lieu, qui ne peut être obtenue que si les hommes de science portent plus souvent leur travail d'observation sur les merveilles de nos usines, et si ces grands praticiens des manufactures, avec une ambition réciproque, se présentent comme des membres actifs et utiles de nos associations scientifiques. Quand ceci sera mis en place, naîtra l'ère des hommes de science. Vous voyez l'ambition. L'ambition, c'est que ce qui se passe dans les usines soit gouverné par la science en général. Bon. Et un travail important en mathématiques qui est fait à ce moment-là, que vous pouvez retrouver effectivement dans les ordinateurs d'aujourd'hui, d'une certaine manière, mais vous voyez bien qu'on ne parle pas d'informatique là-dedans, c'est une nouvelle conception de l'algèbre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'algèbre? À l'époque, encore au début du 19e siècle, la science dominante, celle qui est bien construite, c'est la géométrie, parce que la géométrie, elle est construite sur le modèle euclidien, avec des définitions, des postulats, des axiomes et des démonstrations. L'algèbre n'est pas du tout construite comme ça à cette époque-là. L'algèbre, c'est un truc qui s'est développé en mettant des lettres à la place des nombres en arithmétique, et donc on est arrivé à des choses un peu compliquées et surtout contradictoires, parce qu'on travaille sur des négatifs, on ne sait pas bien ce que c'est, on travaille sur des nombres complexes, on ne sait pas bien ce que c'est, on est dans R, on passe dans C sans s'en apercevoir, donc il y a des paradoxes énormes en algèbre, et surtout,
si on veut remplacer la géométrie par l'algèbre à Cambridge et à Oxford, il faut que l'algèbre soit construite comme une science. Sinon, les universitaires traditionnels n'en voudront pas. Donc la réforme en question de cette algèbre symbolique, hein, c'est l'idée qu'on a un calcul purement symbolique, j'insiste parce que c'est ça que va concrétiser la machine analytique, on a un calcul purement symbolique qui est réglé uniquement par des lois de combinaison, c'est tout ce qu'on dit à l'époque, c'est ce que vous appelez aujourd'hui les lois de composition interne dans les groupes, les anneaux, les corps, etc. Hein, donc c'est le point de départ de l'algèbre des structures, ce qu'on projette aussi en mathématiques sur le passé. Et surtout, il y a une séparation radicale entre le calcul sur les symboles et la signification. On se moque totalement de la signification des nombres, c'est un pur mécanisme. Hein. Et la signification s'appelle désormais l'interprétation, hein, et ça vient après. Donc bon, je ne vous dis pas le détail des lois de combinaison en question. Et tout ça, c'est réglé sur l'idée d'une division du travail entre les élites qui vont travailler sur le calcul symbolique et les praticiens qui vont travailler sur le numérique. Hein. Voilà. Et à chaque fois, il y a référence à la division du travail en astronomie, en mathématiques. Ça, je passe. Voilà. Alors ça, j'insiste parce que c'est une citation de Babbage qui est très impressionnante pour nous, et qui nous permet de comprendre pourquoi il y a ces projections sur le passé, hein, où il dit dans ce texte qu'on peut appliquer la division du travail aussi bien au travail mental qu'au travail numérique, hein, ou au travail matériel. Donc, sur les corps matériels et sur les opérations mentales, on peut travailler de la même manière. Hein. Donc ça, c'est des citations que vous avez sur votre papier. Donc encore une fois, l'effet de la division du travail sur les opérations mécaniques et sur les opérations mentales, et surtout, ce qui peut nous permettre de comprendre pourquoi ces machines n'ont en fait jamais été réalisées. Babbage est tout à fait conscient que la division du travail ne peut être mise en œuvre avec succès que s'il existe une forte demande pour sa production, et elle demande un capital important. Hein. Babbage se réfère très souvent aux capitalistes et il donne des conseils, hein, pour gérer le capitalisme d'une certaine manière. Alors, Babbage, qui ne trouve pas beaucoup d'écho à ces machines en Angleterre, va voyager en Italie pour présenter son travail. Hein. Alors, il a eu un financement pour la machine aux différences, mais comme elle n'a pas marché, il ne va pas trouver de financement pour la machine analytique. Mais pour la machine analytique, il va investir ses fonds personnels. Je vous ai dit qu'il était fils de banquier, vous voyez qu'il est héritier d'une très riche fortune, hein, et qui n'a jamais travaillé. Donc on n'est pas dans des scientifiques professionnels. Bon. Donc il va voyager en Italie, en particulier à Turin, et c'est pour présenter, donc il apporte à Turin des textes, des dessins, des graphiques sur la machine analytique, hein, et Menabrea, qui assiste à la réunion, va faire donc un compte-rendu en français qui est paru dans une revue de Genève là-dessus. Alors, que fait Ada Lovelace là-dessus? Elle va je ne saurais pas dire pourquoi Weston a suggéré à Ada Lovelace précisément, je pense parce qu'elle fait partie du milieu et qu'elle a fait des mathématiques, la traduction de ce mémoire. Elle l'a fait presque toute seule, hein, la traduction du mémoire, parce que Babbage n'est pas là à ce moment-là, donc il ne voit pas. Bon. Donc elle va ajouter de très longues notes explicatives qu'on va regarder un petit peu ensemble, hein, et là encore, il y a un matériau qui vient de Babbage, elle n'a pas tout pensé toute seule, c'est un travail collectif. La science est très souvent un travail collectif. Elle a un apport personnel indéniable, mais il y a une base au départ. Bon. Elle va même repérer des erreurs dans certains calculs, hein, et son apport principal, à mon sens, hein, c'est qu'elle va produire des diagrammes que j'appelle des diagrammes dynamiques. C'est là que vous pouvez regarder ou voir quelque chose qui nous fait penser à des programmes. Donc, en quoi consistent ces diagrammes?
voici dans Menabrea déjà la résolution d'un système de 2 équations du premier degré à une inconnue, avec les formules, et dans Menabrea, vous avez déjà un diagramme, qui peut-être d'ailleurs vient de Babbage, hein, non, c'est pas grand-chose, qui indique comment on va disposer les données sur des colonnes de variables, comment on va multiplier les données des colonnes de variables pour trouver un résultat, comment on va combiner ces résultats pour trouver x ici. Hein? Donc pourquoi j'appelle ça un diagramme statique? Parce qu'il nous décrit l'état de la machine une fois que tout est mis en place. Là vous avez le même avec la résolution des deux, du x et du y, et où il montre que on n'a pas besoin de doubler le nombre de cartes d'opération, qu'il faut simplement, qu'il y a des économies de cartes d'opération à faire parce qu'il y a des choses qu'on ne recommence pas 2 fois. Hein. Il va refaire la même chose pour le calcul d'un produit où interviennent des variables. Alors comment on fait quand des variables interviennent dans une expression? Dans les colonnes que je vous ai montrées, où on fait rentrer des nombres, eh bien on assigne à chaque colonne le rôle de la constante, le rôle de x, etc. Et on combine les colonnes en sachant à l'avance, d'après les cartes d'opération, comment on va trouver le résultat. Donc ici, vous avez, encore une fois, le diagramme de Menabrea pour ce calcul-là. Hein? Encore un diagramme statique. Bon, et je passe aussi là-dessus parce que je veux vraiment rentrer dans le travail de... Ah non, non, ça c'est important par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Hein. C'est qu'il est clair, pour Menabrea, comme ça le sera pour Lovelace, que la machine ne produit pas de connaissances, elle exécute les conceptions de l'intelligence. Hein. Cette machine n'est point elle-même l'être qui pense, mais on peut la considérer comme l'être qui exécute les conceptions de l'intelligence. Parce que toutes les formules de l'analyse ont été produites par les mathématiciens de haut niveau dont il était question tout à l'heure. Bon. Alors, Ada Lovelace va donc rédiger ses notes, et Babbage dit, et je suis d'accord avec lui, qu'elle a pleinement pénétré presque toutes les questions très difficiles et abstraites qui se rapportent au sujet. Donc toutes les notes sont signées AAL, c'est-à-dire Ada Lovelace, ce qui n'est pas rien, hein, avec l'autorisation de son mari, qui était un homme assez ouvert, mais avec qui il fallait négocier ça. Hein. Elle a fait un travail pédagogique extrêmement réussi pour expliciter le fonctionnement de la machine, et surtout, elle exprime en permanence, on n'a pas le temps de regarder ça en détail ici, mais ça serait intéressant, les attendus de l'algèbre symbolique tels que je vous les ai précisés tout à l'heure, qui sont désignés maintenant comme calcul des opérations. C'est-à-dire on fait un calcul, non pas sur des nombres, mais sur des opérations. On combine des opérations entre elles pour trouver d'autres opérations. Et elle reprend mot pour mot ce qu'on voit dans le travail de Peacock, qu'on voit dans le travail de Babbage, là-dessus. Bon. Alors, par contre, ce qu'elle fait de très intéressant, c'est qu'elle distingue très bien entre la machine aux différences et la machine analytique en disant, c'est un peu le vocabulaire d'aujourd'hui, hein, que la première, la machine aux différences, c'est une machine particulière, et que la deuxième, c'est une machine générale, totalement générale, qu'on appellerait aujourd'hui une machine universelle. Mais ce mot-là n'est pas chez Ada Lovelace. Hein, et que l'une ne découle pas de l'autre, contrairement à ce qui est dit à cette époque-là. Bon, et elle insiste beaucoup sur le fait que ce sont bien des symboles, donc on pourrait combiner de la même manière des notes de musique. Elle est très tentée par une carrière de cantatrice à la même époque, hein, ou de la même manière que le métier jacquard, les cartes perforées dont je vous ai parlé, c'est les cartes perforées du métier jacquard qui vient d'être inventé, hein, et donc le métier jacquard tisse des fleurs et des feuilles, et la machine analytique tisse des formules mathématiques. Donc ça n'est pas sans une certaine poésie. Bon. Dans ces diagrammes dynamiques, elle fait des choses très intéressantes, c'est-à-dire qu'elle détaille beaucoup plus que Menabrea ou Babbage auparavant, la fonction des cartes d'opération. Parce que quand les cartes sont dans la mémoire, ce qu'on appelle à cette époque le râtelier, hein, eh bien, il faut amener les cartes à l'unité de calcul par des cartes d'opération. Donc il y a les cartes qui fournissent les calculs, les cartes qui ramènent
les résultats sur la mémoire, hein. Et puis il y a des colonnes où il y a des calculs intermédiaires qu'elle appelle les Working Variable Common et qu'elle distingue des colonnes de résultats. Bon. Et elle introduit une notion spécifique. Oui, j'ai bientôt fini. Alors, voilà ce que j'appelle les diagrammes dynamiques, hein. C'est-à-dire que là, vous avez effectivement la description, c'est à la position des colonnes, avec les nombres qui sont dessus. Mais là, vous avez étape par étape, hein, l'intervention de chaque colonne, une par une. Avec une notation supplémentaire ici, vous avez des indices à gauche, là, qui indiquent si sur la colonne on a un 0, ou bien si sur la colonne on a une donnée. Hein. Voilà. Donc voilà pour la résolution du système de deux équations à deux inconnues. Elle reprend le calcul trigonométrique qui est ici, plus compliqué que celui de Menabrea. Elle ne donne pas le diagramme, mais elle fait plusieurs pages de présentation où elle nous dit colonne par colonne, si vous voulez, elle nous dit dans le texte ce qu'elle écrit ici sous forme de tableau. Mais il n'y a pas le tableau dans les notes pour ce travail-là. Par contre, il y a effectivement, je reviendrai là-dessus après, bon, c'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous montrer, mais je pense qu'elle aussi, elle l'a fait exprès. C'est vraiment elle, hein, qui a voulu faire ça, donc c'est là qu'elle est importante. Elle a voulu montrer comment on peut calculer les nombres de Bernoulli sur cette machine. Donc les nombres de Bernoulli, c'est les coefficients qui sont là, qui interviennent dans ce développement, si vous faites la division, hein, qui ont une expression tout à fait compliquée. Ce qu'elle va utiliser, elle, c'est cette formule-là, parce que cette formule-là vous permet, puisque cette somme est égale à 0, si là-dedans vous faites n égale 1, n égale 2, n égale 3, etc., vous allez pouvoir calculer les coefficients successifs et le dernier à partir des premiers. Hein. Ce qui vous donne, je vous présente aussi ce tableau, ce diagramme. Il y a une toute petite erreur de signe dans l'une des deux dernières lignes, mais cette erreur étant corrigée, ce programme a été simulé sur un ordinateur d'aujourd'hui et il fonctionne parfaitement bien. Donc je ne sais pas lequel vous préférez, parce que celui-là il est plus clair, mais de toute façon vous n'aurez pas le temps de voir le détail des choses. C'est pour vous montrer la complexité à laquelle, dont est capable la machine analytique et qu'Ada Lovelace est parvenue à maîtriser, effectivement. Bon. Je finis rapidement. Bon, elle a acquis une certaine assurance face à Babbage, puisqu'elle a signé ses notes, elle a refusé une préface qu'il voulait mettre devant, et elle s'est un peu prise pour son égale en voulant organiser son travail. Enfin, il y a des choses assez drôles là-dessus, hein. Mais c'était une relation importante jusqu'à sa mort, parce que Babbage était quelqu'un de très rationnel et qui faisait un petit peu barrage à ces élans métaphysiques dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, c'est un exemple, effectivement, où elle se prend pour la grande prêtresse du Dieu Tout-Puissant, hein. Et la prêtresse de la machine analytique. Enfin bon, vous avez la citation dans les papiers qui sont là, elle a un petit peu des délires comme ça, hein. Et puis elle voudrait comprendre les phénomènes cérébraux et traduire les phénomènes cérébraux en équations mathématiques, ce qui ça peut nous paraître délirant, mais ça n'est pas délirant, parce qu'à l'époque, c'est pas si délirant que ça, disons, ça l'est un petit peu, mais parce qu'à l'époque, on ne sait pas ce que c'est, comment fonctionne le cerveau, etc. Et on commence à se poser des questions. C'est le début de l'invention de l'électricité. Je vous ai dit tout à l'heure que on vient d'écrire le Frankenstein. Frankenstein, c'est quoi? C'est si on met de l'électricité dans un corps inerte, il va devenir vivant, hein. Et donc, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Donc, les molécules de la matière peuvent devenir du vivant, hein. C'est ça l'idée. Donc, on a l'idée qu'on va pouvoir appliquer des lois mathématiques au vivant comme on l'a fait à la matière. Bon. Alors, la fin de sa vie est plus erratique, disons, hein. Elle n'a pas rencontré d'autres personnes que Babbage pour travailler avec elle, de manière constante, disons, et elle est pleine de grands projets, mais dont aucun n'aboutit véritablement, hein. Elle se voit assez longtemps comme... elle pense qu'après le travail qu'elle a fait avec Babbage, elle va devenir écrivain scientifique, mais bon, il n'y a rien qui aboutit vraiment, il n'y a que des choses non publiées. Il y a quelques notes qu'elle écrit dans des écrits. Alors son époux, lui, il arrive à publier des choses pas très intéressantes, mais bon,
C'est un homme, donc il vous publie. Hein. Et puis, elle a des difficultés. Par exemple, elle ne peut pas rentrer dans les bibliothèques parce que c'est une femme. Hein. Donc, elle invente tout un système pour dire, je vais rentrer. Est-ce que vous pouvez me faire une lettre de recommandation pour que je rentre à la bibliothèque de la Royal Society, qui est l'équivalent de l'Académie des sciences, au nom de mon mari, en disant que je viens chercher des documents pour lui. Mais ça ne marche pas non plus. Bon. Et puis, il y a tout un milieu, bon, elle part dans des délires du côté de l'hypnose, de l'occultisme, du mesmérisme, qui a eu une heure de gloire à ce moment-là, où on essaye, encore une fois, de transposer les effets du magnétisme qu'on est en train de découvrir sur le vivant. Donc, il y a des séances collectives, vous imaginez, hein, d'hypnose, de tables qui tournent, etc. Bon, il n'y a rien qui aboutit dans ces... Bon. Et puis elle est aussi assez malade, hein, assez longtemps malade, et donc elle va décéder d'un cancer de l'utérus à l'âge de 37 ans. Donc pour conclure sur la visibilité de son travail a été très visible de son vivant, et très visible pendant tout le temps où la machine analytique, où Babbage a cherché à montrer de quoi sa machine analytique était capable. Mais le travail de Babbage a été complètement oublié pendant un siècle, parce que les machines qui donnaient vraiment des résultats, pendant un siècle, il n'y a pas eu rien sur la mécanisation du calcul. Pendant un siècle, il y a eu une mécanisation du calcul extraordinaire, qui était le travail des ingénieurs. Mais comme ça ne se passait pas à l'université, on n'en a pas parlé. Ça s'appelle des planimètres, ça s'appelle des analyseurs harmoniques, ça s'appelle des analyseurs différentiels. Quand l'ordinateur a rencontré l'analyseur différentiel, là, on a commencé à s'en occuper. Mais il y a un siècle de travail de calcul mécanique entre Babbage, Lovelace et les ordinateurs. Il n'y a pas rien, comme vous allez le lire dans ceux qui pensent que Babbage est le précurseur de l'informatique et qu'entre Babbage et Turing, il n'y a rien eu. Il y a eu plein de choses, mais ce n'était pas les universitaires, c'était les ingénieurs. Et les ingénieurs, on en parle peu dans l'histoire des maths théoriques, parce qu'on reproduit le point de vue de Babbage sur le fait que la théorie, ça domine la pratique. Voilà, donc effectivement, son travail a été oublié, mais pas en tant que travail, à mon avis, pas en tant que travail de femme proprement dit, en tant que travail qui n'a pas donné de résultat. Et puis Babbage, c'est un personnage intermédiaire, parce que... il a travaillé énormément sur la division du travail, comme j'ai essayé de vous le montrer, et malgré tout, les machines quand il a essayé de fabriquer des machines, au lieu de s'allier avec des ingénieurs, d'aller faire ça dans les usines, il a travaillé tout seul chez lui. Hein. Il a acheté une maison, fait un atelier, fait venir quelques artisans, mais c'était lui qui contrôlait tout, qui voyait tout, etc. Donc c'est vraiment, il est entre deux mondes, entre le monde du XVIIIe siècle et la période victorienne qui viendra après. Donc les scientifiques ne sont pas des professionnels. Voilà. Donc maintenant, effectivement, tout ce travail est remis au goût du jour, mais de manière un petit peu légendaire. Donc je m'inscris en faux contre le fait qu'elle ait inventé l'informatique. Elle a fait un travail qui a eu son importance, qui a été très déterminant, mais il n'y a pas d'informatique au XIXe siècle, il faut attendre. Et même si Babbage a investi une grande partie de sa fortune, qui était assez importante, il faut bien voir que pour que les ordinateurs adviennent dans les années 40, il faut l'effort de guerre, 6000 scientifiques aux États-Unis qui ne travaillent que là-dessus, des investissements d'État, de la défense, de l'industrie et de l'université, des investissements colossaux, un travail collectif colossal, qui est celui du XXe siècle et qui ne pouvait pas avoir lieu au XIXe. Donc je trouve que c'est important de remettre les choses à leur place. Je vous remercie.